Et coucou, bienvenue dans Ciné Snacks, la chronique des séries B, du cinéma culte et des films tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles. Je suis en compagnie de Marie. Salut! Ça va Marie? Ah bah, aussi bien et saine d'esprit qu'on puisse l'être pour parler de ce film. Je crois que c'est positif. Et nous sommes également en compagnie de Sydney, le chien de Marie, qui, à mon avis, participera à ce podcast. C'est quelqu'un de bavard. Hein. Il y a des chances. Alors, le film d'aujourd'hui s'appelle Beanstars, ou bien The Apple. Et c'est une comédie musicale sortie en 1980. J'ai choisi une comédie musicale parce que je me suis dit, dans Ciné Snacks, on fait tout le temps des films d'action, on fait tout le temps le même type de film. Donc, allez, un truc un peu différent. The Apple, du coup, il est coécrit, produit et réalisé par Menahem Golan, qui est le légendaire fondateur, enfin le patron, pas vraiment le fondateur, mais le patron de la société Canon Films. On vous a déjà parlé de Canon dans Ciné Snacks, et vous savez qu'ils sont très très vite devenus une usine à série B, et surtout à nanar, en tout genre. Mais en 1980, Golan venait fraîchement d'arriver aux US, et il espérait vraiment faire des vrais films sérieux. Ah, c'était censé être sérieux. Oui. Ah, très bien. c'est ce qui est formidable dans The Apple, c'est que un peu plus tard, tu vois que les producteurs en avaient un peu plus rien à foutre, mais là, The Apple, c'est un passion project. Ils voulaient vraiment que ça marche. Après, on va pas se mentir, hein, il y a du travail, il y a de la chorégraphie, il y a de la parole, enfin... Ouais. Mais du sérieux. Du coup, quand le film The Apple s'est planté, que les critiques l'ont détesté, les gens sont pas allés le voir en salle, etc., ben, ça a été un coup dur pour Golan. Et après ça, il prendra en majorité un rôle de producteur, plutôt que d'être à la réalisation. Quand je dis que ce film a été mal reçu, lors de la première projection, les gens se sont mis à huer à partir de la moitié du film et n'ont pas arrêté pendant tout le reste du film. Et la deuxième projection qui a été faite, la première projection aux États-Unis, ils avaient distribué en promotion des CD avec la bande originale du film. Oh non. Et les gens ont balancé les CD sur l'écran, tant et si bien qu'ils ont causé $2000 de dégâts. Mais non, mais ce film est un incompris. Oui. Purée, mais en fait, faut le montrer à des fans du Roi Soleil ou de Roméo et Juliette, parce que c'est peut-être à eux que ça va les toucher un peu plus, mais oh non, non, non. Ce film a enchaîné pas mal de désastres. Et d'ailleurs, on est au courant nous-mêmes, puisque pour enregistrer cet épisode, on est déjà au 3e essai. Et on n'a qu'un seul micro qui marche, c'est pour ça que le son est un peu bizarre. Mais au bout d'un moment, on ne pouvait pas ne pas en parler. Non, c'est ça. Faut quand même répandre la bonne parole malgré une certaine main divine, apparemment, qui ne peut pas. C'est le mot, c'est le mot. Qu'est-ce que tu as pensé du film, Marie ? Bah, en vrai, énormément de bien, hein, parce que, pour le coup, vraiment, pour moi, il y a du travail. Ce serait bien s'il y avait l'autodérision, mais apparemment, non, le sérieux y était, mais... Il y a tellement. Il y a tellement de numéros de personnages, même si j'ai toujours pas compris qui était Dandy de Pandy. Mais vous verrez. Mais vous verrez. J'arrive toujours pas à les différencier parce que voilà quoi. Mais c'est pas vraiment important. C'est ça le pire. C'est pas vraiment important, mais non. Il y a tellement que je pense que. La vie est positive, mais la vie est à distiller tout au long de l'épisode. Tellement il y a, et je peux pas spoil dès maintenant. Ok. Moi, perso, je pense que ce film, c'est un peu comme aller à un concerto de piano, et au moment où le pianiste s'assoit, il y a les coutures de son pantalon qui commencent à craquer. Et pendant tout le récital, tu te dis, mais il va finir en calbar, c'est pas possible, son pantalon va craquer. Et au moment où il joue le dernier morceau, la dernière note, c'est pas son pantalon qui craque, c'est le pianiste
qui chie dans son froc. La fin de ce film, pour un film qui est ultra kitsch, mais qui arrive quand même à te faire rentrer dans son univers, la fin est une des plus catastrophiques que j'ai jamais vues. Quand on l'a regardé ensemble, j'étais littéralement bouche bée. Non, c'est vrai que moi je m'attendais pas à ce que le pianiste se chie dessus, je m'attendais à ce que, je sais pas, l'hôtel lui tombe dessus parce que tu sais pas où ça va te mener. Chronologiquement, pareil, tu te fais balader, mais tu ne sais pas où ça va te mener. Et effectivement, la fin te tombe dessus comme un menhir. Genre, oh putain, c'est vraiment ça. Oh, ah oui, le générique. Ouais. On va démarrer du coup. Le film commence dans le lointain futur de 1994. Par contre, tu penses qu'ils sont déçus de comment on a tourné, vu comment ils imaginaient 94? Est-ce que 2025 est décevant par rapport à la conception qu'ils s'en faisaient? Regardez le film, hein, mais on loupe des trucs apparemment. J'imagine que oui, le fait que les voitures soient pas couvertes d'accessoires en tout genre, le fait qu'on n'ait pas les épaulettes des gars de l'espace de Dragon Ball Z. Que le disco soit mort, je pense pas qu'ils s'y attendaient non plus. Oui, putain, ce film est sorti en 1980, mais ils étaient persuadés que le disco c'était pour toujours. Ouais. Une déception. Donc le film démarre dans une salle de concert remplie d'adolescents. Ces adolescents sont en fait les élèves d'un lycée de Berlin qui font péter leurs cours. Ah oui, clairement. Ce qui s'est passé, c'est que le producteur, le réalisateur, est allé devant le lycée et a dit aux élèves si vous faites péter les cours pour venir tourner dans notre film, on vous file de l'argent. On vous file genre 50 balles. 50 balles le rôle de figurant. Normalement, t'as pas payé autant de gens. Enfin, la salle est grande, hein. Ouais. Il y a pas mal de gens. Et les costumes, par contre, là, ils se sont pas foulés. Parce que c'est des costumes qu'on va voir réutilisés plus tard dans le film. Mais bon, peu importe. Dans cette salle de concert, il y a un concours de musique. Le premier groupe qui passe s'appelle Pandy et Dandy. Et leur chanson s'appelle Bim. Bim, c'est également le nom de leur maison de production, Boogaloo International Music. Et ça va être bien plus tout au long du film. Stay tuned. La musique, comme on l'a dit, c'est du disco au sommet du kitsch. Et c'est ce qui va nous donner une idée de tout le reste du film. J'espère que vous aimez le disco. C'est ça. Et les paroles profondes. Oh oui. Les paroles profondes. Je pense qu'il faut le souligner. La chanson est un grand n'importe quoi. Dans la régie, on rencontre le patron de Pandy et Dandy, Mister Boogaloo. Non, parce que je vois sa tête. Tu vois sa tête, et puis, comme... Spoiler, mais Mister Boogaloo va s'avérer être le méchant de cette histoire. Et comme nom, tu vois... Freddy Krueger, Jason Voorhees, Mister Boogaloo. C'est clair. Après, il a la tête du méchant, c'est ça qui est tellement particulier. Oui, cet acteur a joué dans un vieux James Bond. Je sais qu'il jouait un des sbires du chiffre. Ouais. Bah ça, c'est moins étonnant. De suite. Mister Boogaloo, du coup, se félicite du succès de Pandy et Dandy, qui est mesuré en tension, en excitation, en pulsation... et en battement de cœur. Ouais, ça pareil, ils ont dû être déçus qu'on traque pas tous les monitorings un peu cardiaques des spectateurs. Il n'y a pas de mensonge ici, les gars, vous pouvez pas vous cacher. Comment ça marche en fait? Quand la performance est mauvaise, ils font tous un arrêt cardiaque. Quand la performance est bonne, ils sont tous à deux doigts d'avoir le cœur qui explose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, les battements de cœur sont visiblement... Il n'y a pas d'applaudimètre. Non. De battement de cœur. Les autres trucs qu'ils mesurent, genre la tension, l'excitation et la pulsation, aucune idée de comment tu mesures ça. Ouais, c'est clair. Mais il doit y avoir des capteurs un peu partout sur ces chaises. Quelqu'un doit vibrer dans cette salle. Il s'assoit sur une sonde. Oui. Oh, peut-être que c'est ça le secret. Attends. C'est pour ça les 50 €.
Le second numéro sur scène est un duo, Alfie et Bibi, deux Canadiens qui chantent accompagnés à la guitare par Alfie. Ah oui, alors faut se dire que le premier groupe était accompagné d'à peu près 50 danseurs, Ouais. peut-être 4 pianos, je ne sais pas. Il y avait Il y a énormément. énormément de musiciens, il y a une section cuivre, Ouais. il y a un clavier, des guitares, une batterie. Il y a eu de la thune mis pour les costumes aussi. On le sait pas encore, mais qui vont être utilisés. Mais alors on se dit, waouh, ils mettent de l'argent dans ce numéro. C'est vraiment un petit peu l'Eurovision mode disco. Oui. Et Alfie et Bibi, ils sont solo. La scène est full noire, une guitare. Je crois ils ont des micros, mais Ils ont des micros. c'est minimaliste, quoi. Oui. Ils chantent une chanson qui est complètement cuculapraline et qui provoque au départ la colère du public. Qui disent, nous on veut Bim, on veut Bim. Mais il se passe un truc magique. Et ouais. Après quelques secondes, la foule se sent d'un coup très émue par leurs paroles, d'une mièvrerie intersidérale. Même nous, on sait pas pourquoi, hein, mais effectivement, la salle change d'avis sur Alfie et Bibi. Et les gens pleurent, hein, c'est vraiment, Oui. c'est pas juste un truc où ils se disent tiens la mélodie est belle, non c'est une profondeur qui les touche personnellement. Ouais. En voyant que Alfie et Bibi ont plus de succès que son groupe star, Mr. Goubalo. Ouais, mais voilà, hein, c'est un nom qui appelle aux choses comme ça. Hein. Mr. Glooby-Boulga décide de diffuser une cassette qui produit des sons d'alarme cacophoniques, en même temps que Alfie et Bibi. Le public se retourne immédiatement contre le groupe, et Alfie et Bibi perdent le concours. Ah bah oui. Hein. Il y a... Vraiment, cette foule ne se dit pas, tiens, Non. la chanson était bien, d'un coup il y a une alarme qui s'est déclenchée, et... C'est de leur faute. Ouais, c'est de leur faute. Blâmons les deux petits Canadiens, là. Ça En fait plus, pas... Canadiens. Ça doit faire partie de la musique, ça doit faire partie du show. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Eux en train de chanter l'amour et la tendresse, là. Enfin bref, ils se sont fait avoir. Ce qui me fait bien marrer, c'est que quand Alfie et Bibi se font huer, Bibi se barre en courant, et le mec à la poursuite la suit avec le projecteur. Oui, c'est vrai. Non, tu te barres pas, non. Pas tranquille en tout cas. À la fin du concours, Mr. Boogaloo est interviewé par des journalistes qui sont en fait joués par deux des compositeurs du film. Oui, alors j'adorais cette anecdote parce que ces journalistes, en plus de prendre part dans le film, dans la création, la production, etc., reviennent dans le film après. Oui. Ce sont des personnages que, un peu Où est Charlie, vous pouvez les spotter et les chercher à plusieurs reprises, mais voilà. Ils sont un peu réutilisables, recyclables. Et d'ailleurs, il me semble que leurs questions sont si profondes que peut-être on leur a soufflé juste une minute avant, ils n'ont pas trop réfléchi à comment les jouer. Mais... Il y a aussi le fait que Kobe Recht, qui est du coup le principal compositeur c'est lui qui a écrit l'histoire avec sa femme. Leur vision de base, c'était un truc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus un mélange dystopique et en même temps mystique. Et le résultat final, ils n'étaient pas super satisfaits. La dystopie va avoir une mini place fun, mais mini, comparé à, par exemple, Bibi. C'est d'ailleurs pour ça que le film se passe en 1994. Parce qu'ils voulaient que ça se passe en 1984, pour faire une référence à Orwell. Et le producteur a dit 1984 c'est trop proche, on va dire 1994, c'est pareil. Mais oui. On aura inventé tous ces trucs là d'ici et là. Déception. Malgré son départ précipité, Bibi semble vouloir faire la fête. Elle a déjà oublié son humiliation. Oh oui. Elle et Alfie sont invités par Mr. Boogaloo à une soirée chic. À la soirée, Mr. Boogaloo dévoile sa nouvelle invention, en tout cas la nouvelle invention de son équipe marketing, la Bim Mark. Oh yes. C'est le début de l'autre thème du film, la métaphore biblique, qui veut être martelée avec la subtilité d'un tractopelle. Oui, c'est au moins ça. Hein.
Pour ceux qui seraient pas au courant, dans l'Apocalypse selon Saint Jean, on parle de la marque de la bête, le fameux 666, qui est censé marquer du coup les gens qui sont considérés comme impurs aux yeux de Dieu, ceux qui ont pactisé avec le démon. Damn. Pandy. Il faut se dire aussi, la BIM marque est un autocollant. Oui, la Bim Mark est un autocollant. C'est important, parce que 666, il y a un petit peu de style. Là, c'est un autocollant pailleté, argenté. C'est un triangle qui brille. Voilà, la swag de l'Apocalypse a d'autres goûts dans ce film. À la soirée, les 2 chanteurs du groupe rival sont également présents. Pandy va tenter de séduire Alfie et Dandy va tenter de séduire Bibi. De façon subtile. on va le voir, oui. Dandy emmène Bibi à l'écart et lui propose de prendre une pilule. Et quand elle lui demande c'est quoi, une pilule. Oui. Et Bibi, non méfiante, avale tout ce qu'on lui donne littéralement. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Mais je pense que Bibi est un peu comme ton chien. Si tu lui jettes un morceau dans sa direction, elle dit « Ah, c'est bon !» Claire, je pensais que c'était du fromage. Tu m'as eu. Oui, on est sur cette caractéristique de Bibi qui va le suivre. Hein. Ça va la suivre. Après avoir pris la pilule, Bibi est immédiatement hypnotisée et tombe sous le charme de Dandy qui se met à lui chanter une chanson. La chanson « Tu es ma femme, je suis ton homme, je suis ton maître ». L'escalade dans les sentiments que j'aime savoir. Alfie, qui a refusé les substances qu'on lui propose, surprend Bibi qui embrasse Dandy. Bah, je pense que d'un côté, toute la soirée a surpris Bibi embrassant Dandy. Oui. Parce qu'il l'a subtilement mise vers un sol, transparent. Et du coup, tous les invités se moquent de Bibi qui est en train d'être chopée. Cette fête est sympathique. Elle est particulière, cette fête. C'est vraiment un style unique, c'est sûr. Du coup, Alfie attrape Bibi et il se barre de la soirée. Ouais. Comment ça, tu me trompes ? Donc, après cette soirée où Bibi a été droguée et qu'on a tenté de l'agresser sexuellement, elle a quand même encore hâte de signer des contrats avec Mr. Boogaloo. Oui, c'est un petit peu triste la place quand même de la volonté féminine dans ce film parce que Bibi n'est pas fâchée. Non, mais Bibi ne se méfie de rien, jamais. Elle est la naïveté faite femme. Ouais. Ce qui du coup va rentrer dans le thème biblique puisque c'est un peu Ève qui se fait tenter par le serpent. Ah oui, mais il n'y a pas besoin de tentation là. Limite, il lui dit viens. Il fait ok. Le truc, c'est que dans la Bible, Ève était censée être un personnage qui n'avait aucune connaissance, qui ne savait pas. Oui. Elle a été trompée par le diable en personne. Bibi, honnêtement, je pense qu'un enfant de 6 ans peut l'arnaquer. Non, c'est sûr. Il n'y a pas de supposition. Si elle était prof, tu sais. Tu as fait tes devoirs ? Oui, ils sont où ? Mangé par le chien. Mangé par le chien ? Ok. T'inquiète pas, va. Non, vraiment. Mais oui, tu l'as amené chez le vétérinaire, j'espère. Mais ouais, donc ils vont tout gaiement vers Mister Boogaloo. La maison de disques de Mr. Boogaloo, donc Boogaloo International Music. Dans le hall, Bibi et Alfie rencontrent tout un parterre d'artistes, de danseuses, de magiciens et même de clowns. Oui. C'est vrai que c'est la cour des miracles un peu, cette cour d'attente. Bah, ça fait penser aux salles d'attente dans les émissions du style À la recherche de la nouvelle star. Et c'est peut-être pas une coïncidence puisque les 2 chorégraphes du film, pas les compositeurs, les chorégraphes, Nigel Lithgow et Ken Warwick, deviendront quelques années plus tard les créateurs de American Idol et Pop Idol. Damn. Donc l'équivalent de À la recherche de la nouvelle star aux États-Unis et en Angleterre. Donc c'est les mecs qui se sont dit, tiens, une organisation diabolique qui vole l'âme des artistes. et si on s'en inspirait pour se faire du pognon. C'est ça, les gens semblaient bien aimer quand même. L'excitation était son maximum dans ce moment du film. Projeté. Alfie et Bibi sont ensuite reçus par Mr. Boogaloo,
qui leur propose immédiatement un contrat qu'ils vont devoir signer sans même le lire. Oui, parce que sinon c'est pas drôle. En effet, après la signature, il est prévu que le jeune couple aille à tout un tas de rendez-vous avec des maquilleuses, des coachs, des journalistes. On leur explique même que leur premier album est en production là mais est carrément en vente, c'est-à-dire que oui. et Shake, l'âme damnée de Mr. Boogaloo, leur explique non mais nous on vend d'abord et ensuite on produit. Et c'est comment dire, c'est assez ironique de s'en retrouver là parce que quelques années plus tard, c'est carrément ce que fera la Canon. La Canon produisait des trailers pour des films qui n'étaient pas encore tournés, et il y a plusieurs dizaines de trailers pour des films qui n'existeront jamais. C'est pour ça que si vous cherchez bien sur internet, vous pouvez trouver une bande-annonce pour un film Spider-Man des années 80 ou 90, je ne sais plus exactement quand il était censé sortir, mais aucune image de ce film n'a été tournée. Il y a juste une fausse bande-annonce qui était sortie pour faire de la hype, pour rien au final. Bah ouais, au cas où que ça leur plaise. Bon, attendez encore une dizaine d'années. Mais là encore une fois, c'est malheureux, Bibi se fait avoir par le coiffeur. On lui promet un coiffeur, un maquilleur et un designer, et Bibi a fait la vie de star. Où est mon âme que je vous la donne de suite. Non mais Bibi encore une fois tombe immédiatement dans le panneau. Par contre, Alfie, il a des doutes. Et ces doutes se manifestent par une série d'hallucinations qui lui font comprendre que signer le contrat sans le lire est une mauvaise idée. S'il n'y avait que ça. Genre, normalement c'est une très mauvaise idée, mais le gars louche qui te dit maintenant c'est My Ghoul Land. S'il n'y avait que ça quoi. D'abord, Alfie voit la terre trembler, puis les lumières s'éteindre, et comme c'est encore un peu trop subtil pour le pauvre Alfie, il va halluciner carrément un numéro de danse et de chant complet situé en enfer, où Mr. Boogaloo est déguisé en Satan, Bibi et lui sont déguisés en Adam et Ève, et tout le staff de Mr. Boogaloo est transformé en monstre. Il y a des zombies, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a un homme-serpent, et il y a même Napoléon. Donc il y a vraiment tout le monde. Et tout ce tas de personnes-là dansent et chantent gaiement en enfer. Mais il y a aussi la pomme. Oui, il y a vraiment une grosse pomme strass rouge de taille d'une grosse tête. Et, voilà, qui représente la tentation de Bibi. Voilà, la subtilité était morte dans ce numéro, mais après, c'est l'un des meilleurs. Oui. C'est franchement le meilleur, peut-être. C'est une musique très très entraînante. Au niveau des décors, on est sur un n'importe quoi ultra créatif. Franchement, c'est super cool. C'est pas subtil pour un sou, mais c'est très très cool. Ah non, si tu avais loupé la métaphore biblique jusque-là du film, elle te saute à la gueule. Oui, je pense que pour faire moins subtil, il faudrait jeter une Bible directement sur les spectateurs. Wow, on est en train de parler de ça, les gars. Non, le numéro est génial. Je crois que c'est l'un d'un dernier en plus dans le film qui te met dans cet état d'excitation. Parce qu'après, c'est bien, mais tu te dis, putain, en fait, tout s'arrêtait là dans la coolitude. Bibi tombe évidemment sous le charme, elle croque dans la pomme interdite. Et quand Alfie reprend ses esprits après cette hallucination, il refuse de signer le contrat et il quitte la maison de production en abandonnant Bibi, qui elle a signé le contrat du coup. Chanson suivante. Alors ça c'est quelque chose que vous allez beaucoup nous entendre dire parce que dans ce film, à chaque fois, il se passe 1 minute d'histoire suivie par 10 minutes de chanson. C'est ça. Il y a vraiment beaucoup... Il se passe pas grand chose dans ce film en dehors des chansons. Si tu coupes les chansons, le cut doit faire moins d'1 demi-heure. Il y a des éléments forts qui se passent pendant les chansons. Non mais c'est pour ça, fan de comédie musicale, tenez-vous bien, c'est votre prochain. La chanson suivante, du coup, c'est un montage où on voit Bibi qui s'entraîne, qui répète, qui se relook pour devenir une vraie beam star sur fond de reggae. Oui.
Où Monsieur Bougalou chante d'ailleurs. Oui, Mister Bougalou explique qu'il est le maître et que ses artistes sont des esclaves. Euh, on n'est toujours pas dans la subtilité. Non. Et le fait de prendre un style de musique jamaïcain pour parler d'esclaves, ouh, ça va qu'on est dans les années 80, baby, et tout est autorisé. Mais aujourd'hui, il y aurait quand même quelques personnes qui poseraient des questions. On est littéralement sur faire passer un thème d'arc avec un son très posé. Oui, c'est l'opposition du discours et du style musical. C'est intéressant, mais je sais pas si ça passe aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, ça passait pas, donc. C'est vrai. Quand est-ce que du coup c'est passé? Pas souvent. En tout cas au niveau du goût. Quand, après cette chanson, Bibi est officiellement une star, elle chante une nouvelle chanson. Ah oui. Cette chanson, c'est une chanson assez rock. Elle est déguisée en biker SM façon Rob Halford. Mais que du haut. Parce que là, je pense qu'une culotte sur le bas. Elle est seulement biker, la partie supérieure du corps. Moi, je monterais pas sur une moto dans cette tenue, parce que le jour où tu te plantes, tes jambes, tu peux leur dire adieu. Non, c'est sûr. Mais de toute façon, elle est pas sur une moto bien longtemps. Non. La chanson en question s'appelle Speed, ce qui désigne à la fois la vitesse et les amphétamines. C'est ce qu'il faut au moins pour kiffer ces chansons. Ah, j'aime bien Speed. Elle est pas... Tiens, elle reste en tête, hein, parce que le refrain, c'est littéralement Speed. Il y a un truc qu'on n'a pas dit quand Bibi chante. Ça n'est pas l'actrice qui chante. Oui. C'est quelqu'un. Ils ont engagé une chanteuse pour faire sa voix. La raison pour laquelle ils ont engagé une chanteuse, c'est parce que quand ils ont fait le casting pour le rôle de Bibi, le compositeur Kobe Rect a vu l'actrice et il s'est dit « Oulala, elle est trop bonne, c'est elle qu'on prend ». Et il s'est avéré plus tard, après qu'ils aient officialisé que c'était elle qui allait être le rôle principal dans une comédie musicale, qu'en fait elle chantait pas très bien. Voilà. Il s'est souvenu après qu'il fallait qu'elle parle aussi. Et tout pour le look. Du coup, ils ont engagé une chanteuse. Mais heureusement, très bon playback. Oui. Ça ne se voit pas. Elle joue très bien, elle incarne bien Bibi. Ouais. Alors, on ne sait pas trop combien de temps s'est passé depuis la séparation de Alfie et Bibi, mais depuis cette scène, Bim est devenu la religion d'État aux États-Unis. Ouais, comme ça pour Margie. Hein. Enfin, comme tu dis, on n'a pas de timeline. Ouais. Il y a pas de palier dans l'installation du BIM. BIM, maintenant, exercé par la police. C'est ça, oui. Par le gouvernement, partout. On voit une vieille dame qui est jouée par Myriam Margolyes. Myriam Margolyes qui est Madame Chourave dans Harry Potter. Oui, même style. Elle se fait verbaliser par un policier parce qu'elle ne porte pas la BIM marque. Elle n'a pas son petit autocollant. Voilà. Du coup, elle rentre chez elle et on comprend que cette vieille dame, c'est la propriétaire d'Alfie. Ouais, tu dis propriétaire. Son rôle avec Alfie est louche, flou. C'est très très bizarre parce que c'est un peu sa gouvernante. Elle lui fait son ménage, elle lui fait son petit-déj. Ouais. Et c'est quelque chose que... Enfin, on est en 1994, mais on se croit en 1894. Ça fait 100 ans qu'il n'y a plus de gouvernante. C'est ça. Mais elle a le caractère en plus pour dire « Je ne suis pas votre gouvernante Oui. ». Mais elle est là au petit soin pour Alfie. Bon. Et pareil, on ne sait pas comment ils se sont rencontrés. Pour ça encore, ça aurait dû être une sacrée histoire. Non, on n'a pas le temps pour une histoire. histoire. Non, on n'a pas le temps. Non. C'est vrai, attends, la quatrième, cinquième musique arrive dans 2 minutes. On n'a pas le temps. Alfie est tombé bien bas. Il passe ses journées au lit, entouré par des photos de Bibi, de son ex du coup. Et il chiale et il est en retard sur le loyer, il est en retard à son rendez-vous. Et sa proprio, du coup, quand elle le réveille, elle l'engueule un petit peu. Mais elle lui dit également « Ah, j'ai entendu ta chanson hier soir, franchement, elle était sympa. »
Et quand elle dit ça, Alfie se précipite sur elle et commence à lui tripoter les nichons. Voilà pourquoi je dis que la relation est floue. Parce qu'elle fait pas, non, elle fait, oh voyons Alfie, s'il te plaît, pas devant la caméra. Hein. Elle a l'air d'apprécier le... Oh là là, c'est une blagounette entre eux quoi. On est sur le niveau blagounette. Mais encore une fois, c'est flou. Alfie du coup part enregistrer sa nouvelle chanson qui parle évidemment de sa rupture avec Bibi. Ouais. Bah, il a pas vraiment changé de thème, hein, l'amour. Ouais. Alfie n'a pas changé de thème. Mais cette fois-ci, c'est le chagrin d'amour, pour être précis. Non, c'est sûr. Un chagrin d'amour. Les producteurs refusent de le payer parce que ses chansons sont pas assez similaires à celles produites par BIM. Ça aussi, c'est un truc. Si les chansons produites par BIM et les chansons produites par Alfie ou Bibi ou les deux étaient véritablement différentes, qu'il y avait une différence correcte dans l'écriture, machin. Mais non, tout a le même niveau en fait. C'est juste que quand c'est des chansons de BIM, il y a plus de slip fluo. C'est ça. Désespéré, Alfie va ruminer ses problèmes dans un parc où il reçoit lui aussi une contravention parce qu'il n'a pas de BIM marque. Oui, oui. Et là, tu comprends qu'il y a un truc. Et au même moment, un haut-parleur annonce qu'il est l'heure de faire de l'exercice. Et le pays tout entier, dans cette dystopie, est sommé de faire de l'exercice pendant 1 heure au sommet de BIM, donc la chanson du début du film. Et on voit tout un tas de gens qui vont danser au rythme de la musique dans les usines, dans les trains, sur les routes, et même à l'hôpital. À l'hôpital, ils arrêtent les opérations pour chanter. C'est très rigolo, c'est n'importe quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, Michelle Obama serait fière parce que BIM est une société qui valorise le sport. C'est beau, mais c'est quand même de l'endoctrinement. Mais voilà, je sais pas. C'est n'importe quoi. La police et les pompiers également interrompent leur service pour faire des cabrioles. C'est ça. Après, c'est sympa, hein, tu vois danser de beaux mecs, mais tu dis, sauver la vie des gens. Non, ça sert à rien. Après ce numéro de cirque, Alfie tombe sur une affiche géante de Bibi et il prend quelques minutes pour montrer qu'il est triste, au cas où vous n'auriez pas encore compris. Ah bah ouais, moi je viens de l'apprendre. Hein. C'est vrai. Sa mélancolie est interrompue par l'arrivée de Bibi elle-même, entourée par ses fans et ses gardes du corps. Oh oui, on n'en a pas parlé, ça, les gardes du corps qui ressemblent à des chiens. Oui, oh, ils s'appellent Pitbull et Bulldog. Subtil. Mais si c'était pas assez subtil, ils ont des crocs et la mâchoire inférieure qui est vraiment vers l'avant. Oui. Qui fait qu'ils ont vraiment un look pas hostile du tout. Et au fur et à mesure du film, leur costume va devenir de plus en plus sadomasochiste. Oui. Ce serait vraiment dommage. Il y a tellement d'éléments visuels qui sont repris tout au long de ce film. Mais effectivement, les gardes du corps... arrêtez-vous 2 secondes sur les gardes du corps. Alfie tente d'approcher Bibi, mais au moment où il attire enfin son attention par-dessus les cris de la foule, les gardes du corps de Bibi le tabassent et Bibi est poussé de force dans la limousine. L'événement rend évidemment Alfie et Bibi très tristes et ils chantent une chanson en duo à distance, sans se voir, mais ils peuvent chanter au même rythme, un peu comme dans Fievel. Mais ça, c'est le pouvoir de l'amour. Oui. On comprend pas, nous. C'est ça. Nous sommes des petits êtres sombres et froids. C'est ça. Cyniques. Et du coup, la pluie s'abat sur la ville, donc même la météo est triste. C'est ça. Mais là, il faut se dire un peu, c'est un peu le moment du film où Bibi, elle se rend compte, putain, qu'est-ce que je suis devenue. Effectivement. Et j'avais un cum avant tout ça. Et il me manque un peu. C'est le moment du film. Alfie se réveille chez lui, couvert de blessures après son tabassage. Sa proprio semble croire qu'il a tenté de se foutre en l'air. Et elle le soigne en lui filant de la soupe. Oui, bah c'est comme toutes les proprios, quoi. J'ai envie de dire. Personne ne va revenir sur le fait que Alfie a tenté de se suicider visiblement. Non,
Non, non, non. On n'en parle pas. Je pense que c'est 2 secondes du film. Et puis de toute façon, peut-être pas toléré dans le contexte de l'histoire, mais on ne reviendra pas là-dessus de toute façon. Alfie décide alors de se rendre chez Bim pour retrouver Bibi. Parce qu'apparemment, il essayait de l'appeler au téléphone, mais ça répond pas. Bah ouais, bah... Et c'était la limite de ce qu'il était capable d'imaginer pour C'est retrouver ça. sa copine. Non, non, bah Alfie, c'est un grand rêveur. Donc le pragmatisme Oui. de la vie, payer le loyer, etc., ça n'existe pas. Ça sert à rien d'être intelligent ou de savoir gérer sa vie tant qu'on est amoureux. Mais oui, mais oui, mais oui. Tout pour l'amour, de toute façon, dans ce film. Et il a toujours son chic, hein, parce que du coup, il va la voir, mais toujours au moment d'une fête. Ouais. Du coup, quand il arrive chez Mister Boogaloo, c'est à nouveau la fête. Par contre, cette fois-ci, la soirée est teintée de rouge et la plupart des invités sont des drag queens. Oui, 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 oui. On a une ouverture d'esprit là-dessus, parce que, effectivement, les costumes, au-delà d'être disco, c'est du disco, vas-y, on tente beaucoup, beaucoup de choses, et on n'a pas peur. Ce qui est un point positif, en fait. Hein. Je le dis comme ça, mais en fait, pour moi, c'est positif. Pandy accueille Alfie et lui propose un cocktail qui va lui être servi par les 2 journalistes du début du film. Eh oui, Voilà, nos petits Charlie, ils sont là. Ils travaillent maintenant pour Bim. Et d'ailleurs, ils le font remarquer. Alfie Oui. dit, ah, bah vous êtes là, vous. Oui, parce que Mister Boogaloo a carrément racheté les journaux pour Ah lesquels bah il travaille. ouais. Attends, Donc, tu fais la dictature bien ou tu le fais pas? oui. Le cocktail qu'il servent à Alfie lui trouble la vision. Et logiquement, il décide donc d'en boire plus. Bah ouais, mais d'un côté, ils lui ont servi, si je me souviens bien, dans une sorte de grand vase triangulaire. Il fallait finir ça, hein, quand même. Hein. On fait pas trop de commentaires parce que vous aurez le visuel sur la vidéo. Mais les looks de tout le monde Ouais. et même les objets qu'ils utilisent Hmm. sont juste démentiels. À un moment du film, on voit des poussettes en forme de triangle avec des dômes. Oui, Enfin, c'est très très drôle. C'est un peu cheap, mais c'est créatif. c'est ça, c'est ça. Du coup, Alfie décide de boire plus pour que les choses se passent mieux. Bah oui. On peut le comprendre. Pandy profite de son état pour l'emmener dans une chambre et coucher avec lui. Et oui, c'est dit comme ça parce que c'est fait comme ça aussi. Hein. Mhm. Il y a pas de place à l'imagination. Non, la scène de sexe, c'est bien sûr un numéro musical, accompagné de danseuses en nuisettes et de danseurs en slip doré. Oui, parce que quand on couche ensemble, on ne couche pas tout seul. Il y a au moins 10 autres couples qui sont en train de faire la même chose. Au cas où on n'ait pas compris que c'était une vraie scène de sexe. Oui, parce que même si personne n'est techniquement nu, c'est une des scènes les plus vulgaires que j'ai vues de ma vie. Franchement, tu notes des positions du Kama Sutra. Hein. Ah, bah celle-là, je la ferai ce soir. Bah, il y a tout, il y a tout. L'actrice qui joue Pandy, Grace Kennedy du coup, elle était très 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 embarrassée par cette chanson. Les paroles sont littéralement monte-moi dessus, durcis-toi, je jouis, je veux boire chaque goutte de ton amour. Enfin, Oui, c'est vrai cette parole. C'est qu'elle revient souvent, hein, celle-là. je vous conseille d'aller regarder les paroles de ces chansons. C'est ignoble. Et du coup, Grace Kennedy, bah, elle avait vraiment, vraiment pas envie de chanter ça. Ils ont fini par la convaincre, mais ouais, elle s'est dit, vous me faites un peu passer pour une grosse pute. Ouais. Mais il y a le chanter, mais il y a surtout à jouer cette scène. Oui, Enfin, elle est sur lui. Elle est sur lui. oui. Non, Toute la scène. Après le sexe, Alfie s'enfuit. Il aperçoit Bibi qui couche avec Dandy et qui lui dit de la laisser tranquille. Mais c'est probablement une illusion. Ouais, c'est jamais très très expliqué, mais on sent au visuel que c'est pas vrai. Ouais. Que c'est une manipulation. Bah, de toute façon, Alfie il s'est confronté à Mr. Boogaloo en arrivant. Parce que lui, son but, c'est de garder Bibi, quoi. Il veut garder l'emprise. Donc lui, c'est genre tout faire pour la conserver sous sa coupe. Donc quitte à mentir, hein, on sait que le diable, ouais, Ouais. il en est capable. Le lendemain, Alfie se réveille sur un banc dans un parc. Normal.
Il est en compagnie d'un espèce de hippie clodo avec une grande barbe de magicien. C'est Gandalf qui en a trop pris. Désolé pour la blague, mais c'est vrai. Ce personnage n'a pas de nom officiellement. Non. Du coup, moi, je l'ai baptisé Sandalf. Voilà, c'est blague de tombe pas si loin. Sandalf est également entouré d'enfants en bas âge, ce qui est extrêmement flippant. Oui. Le clodo au milieu du parc, entouré de très jeunes enfants qui s'amusent autour d'un mec en coma éthylique. Ouais, bah pourquoi pas, c'est permis. Sandalf invite Alfie à rejoindre sa communauté de hippies. Et Alfie, n'ayant plus rien à perdre. Oui, il s'assoit au milieu des hippies dans leur cercle et les hippies fument des joints et crachent même la fumée de leurs joints dans la gueule des enfants. Bah oui. Il y a, je vous le mettrai, il y a une scène où on voit clairement un mec balancer une bonne bouffée de fumée directement dans le pif d'un gamin. C'est ça. Je sais pas s'ils le montraient aux parents quand ils ont tourné la scène du vrai enfant, j'entends. Mais genre, non, il est calme là. Tranquille. Bon, Le tournage s'est bien passé. C'était 1980, tout le monde fumait. Ça, c'est un truc. Parce que dans la tête, dans l'image que les gens ont des années 80, c'est bandana fluo, c'est les scènes de musique de ce film. Sauf Ouais. que la réalité des années 80, c'était quand même beaucoup plus les cendriers à l'intérieur du McDo. C'était ça, les années 80. C'est ça, reste vrai à l'époque. Reste vrai de l'époque. Chez Bim, Bibi explique à Pandy qu'elle vient de rêver d'Alfie. Et Pandy, qui a passé une nuit de sexe tellement torride que ça l'a rendue gentille. Ah ouais, non mais franchement, c'est le brunch post-soirée orgie le plus drôle ever. Non mais c'est vrai, il y a tout le monde chez Boogaloo International là, qui mange, qui brunch. Et ouais, Pandy, c'est genre une révélation. Ah, je me sens trop mal, je te le rends. Il faut que tu ailles le retrouver. Tu peux pas perdre un zizi comme ça, ma fille. Non, c'est ça. Franchement, ce brunch, on papote des trucs de la veille, le plus tordu du cinéma. Elle dit donc Pandy dit à Bibi que Alfie est venu la chercher la veille et elle encourage Bibi à s'enfuir pour retrouver son amoureux. Mm. Au début, Shake, donc l'homme serpent, le sbire numéro 1 de Mr. Boogaloo. Le Ruby Rhodes Oui. bas prix. Pareil, regardez le film et vous saurez, mais pour nous, c'est lui. C'est complètement Ruby Road. Shake, du coup, essaye de les en empêcher, puis il finit par les laisser partir. Pourquoi est-ce qu'il décide de les laisser partir ? Je sais pas. Peut-être qu'il a également fait l'amour avec Alfie et que ça l'a rendu gentil un petit peu. Oh là là. En tout cas, Pandy termine la scène avec une chansonnette. Oui, une chansonnette de tristesse, si je me souviens bien, en mode moi aussi j'aimerais aimer, mais en fait je suis dans l'emprise. À ce stade du film, ça devient extrêmement flou. De quoi parlent les chansons ? Non, c'est vrai. Qui sont ces gens ? J'ai du mal à me rappeler de mon prénom après ce film. Notre cerveau a un peu de la bouillie. Dans les rues, Bibi n'est reconnue par personne alors qu'elle est censée être une star, au moins une star nationale, si ce n'est internationale. Que ses vêtements sont très 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 banals en plus, hein, si je me souviens bien. Tu t'échappes pas comme ça aussi discrètement, mais Bibi, elle si. Écoute, on ne sait pas quelle est la mode dans les années 1994, dans le lointain futur de 94. Peut-être que avoir les cheveux mal colorés en violet, c'est normal. En tout cas, ça ne choque pas. Non, ça ne choque pas. Quand Bibi arrive dans l'appartement d'Alfie, l'appartement est vide. La propriétaire d'Alfie vient voir Bibi et lui dit « Non, ne t'en fais pas, Alfie est partie vivre sous un pont avec des sans-abri. » Ouais, pas d'inquiétude. Et Bibi a l'air ravie de la nouvelle. Elle est là, ah Il fait enfin quelque chose de sa life. Quand elle arrive sous le pont, Bibi est accueillie par Sandalf. Qui a l'air de l'attendre en plus. Oui, et qui lui dit « Oui, je connais ton ami, suis-moi dans cette grotte et je te montrerai où il est. »
Bibi, encore une fois, hein, problématiquement naïve. Ouais. Vraiment, si un vieux monsieur torse nu avec un couteau à la ceinture vous dit jeune fille, suis-moi, je connais ton pote. Donc Bibi suit Sandalph dans un souterrain et elle arrive dans la communauté de hippies de Sandalph où Alfie l'attend et également une énième chanson, Ah oui. la chanson Child of Love, dont les paroles sont Child of Love. C'est vraiment la meilleure, hein, de toute façon. Allez, comme ça, on se le dit. Ouais, non. Vous pouvez la chanter chez vous, sans aucun problème. Vous n'avez même pas besoin de répétition. D'ici la première mesure de la chanson, vous saurez déjà comment chanter Child of Love. C'est ça. Le plus intéressant, limite, c'est que le souterrain est une remasterisation du décor ou de la scène où elle croque la pomme. À part ça, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ils sont réunis, voilà. Ah oui, et quand Alfie et Bibi s'embrassent, Alfie retire la bim marque de Bibi. Ah oui. Et du coup, elle est purifiée. Ça y est. Tu reviens le droit chemin. Après cette chanson, les hippies se retrouvent assis au milieu d'un parc. Et rien ne nous le dit à ce moment-là de la scène, mais entre cette scène-là et celle d'avant, il s'est passé 1 an. Apparemment. Ouais. Parce qu'il y a quand même un enfant. On va y venir. On va y venir, mais... Alfie, du coup, en 1 an, il s'est fait pousser une barbe. Bibi a remplacé sa bim marque par un dessin de fleurs, un dessin odieux. ouais, non. Et ils ont eu un enfant. Bah, cet enfant a clairement 4-5 ans. C'est pas un enfant qui est né il y a 3 mois. Non, mais il a dû être élevé à la bime, j'en sais rien, mais... Ouais, en fait, on te dit, ouais, ça fait 1 an. Puis après, tu vois le gamin et tu fais, tu me mens. Tu mens. Tu mens. D'ailleurs, ce gamin, c'est le gamin de Kobe Rect. C'est le gamin du compositeur. Ce moment idyllique est interrompu par des policiers qui portent le logo de BIM et qui encerclent les hippies. Avec les policiers arrive Mr. Boogaloo et toute sa clique qui exige que Bibi revienne avec eux parce que d'après son contrat, elle doit 10 millions de dollars à la BIM. Au moins. On apprend également que, du coup, c'est à ce moment-là qu'ils disent que ça fait 1 an que Bibi a rejoint les hippies. Du coup, ouais, cet enfant a vieilli très rapidement. Non, mais c'est toute la bime qu'elle avait ingérée. C'est comme ça, hein. Si on avait un moment de doute sur l'incarnation de Monsieur Boogaloo, ben là, il a... En plein jour, les petites cornes du diable. Plus rien n'est subtil dans les costumes. C'est un truc que j'ai pas pensé à dire, mais Kobe Rect, qui a écrit l'histoire, composé, etc., son inspiration pour Mr. Boogaloo, c'était Eddie Barclay. Parce qu'il avait travaillé pour lui et il trouvait que c'était un personnage diabolique. Et ça m'étonnait parce que la première fois que j'ai vu ce film, je me suis dit, tiens, c'est probablement un peu inspiré de Phantom of the Paradise, où pareil, il y a un producteur de musique diabolique. Et je pensais que c'était... mais non, apparemment ça vient de son expérience avec Eddie Barclay. Je crois pas que ça soit un honneur, mais ok. Ça rend un très bon personnage. Hein. Les hippies sont amenés de force vers les camions de la police pour être arrêtés. Ils semblent tous être très confiants. Hein. Notamment Sandalph. Oui. T'inquiète pas, mon fils, ça va bien le faire. Bon, confiance ou trop pris. Alfie rassure Bibi en lui disant « Ne t'inquiète pas, Mr. Tops va venir nous sauver. » Qui est Mr. Tops, Marie? Oh bah, peut-être subtilement quelqu'un de bien nommé, on va dire. Mr. Tops. Vous auriez pu savoir qui était Mr. Tops si le montage final n'avait pas supprimé la première scène du film Ça devait être ça. qui introduit du coup le personnage de Mr. Tops. Cette scène, d'ailleurs, qui a coûté apparemment très cher à tourner, et il y avait dedans des gens en costume de dinosaures, des animaux, etc. Et malheureusement, cette scène n'a pas été utilisée. Et
j'ai appris un truc, mais il existait une cut de The Apple avec énormément de scènes qui ont été coupées, une espèce de director's cut, on va appeler ça. Ouais. Mais cette cut a été volée. Oh, Ouais. pour ne jamais être vu. Oh non. Je crois qu'elle a été volée dans les années 2000 et on n'a plus jamais su Oh non. ce qui a été devenu. J'aurais tellement voulu voir ça parce que rien que la première introduction, bon, elle est cool, mais ok. Par contre, des dinosaures, ça aurait tout de suite mis un petit peu plus de magie. Non, moi j'ai envie de voir les dinosaures. Ah, moi je voudrais. Peut-être qu'un jour elle ressortira, on sait jamais. Mais du coup, Mr. Tops, une Rolls-Royce volante, sort des nuages. Ce n'est pas un nom de code, les gars. Oui, non, c'est littéralement ce qui se passe dans le film. Un être divin se téléporte au milieu de la foule dans un torrent de lumière. Il explique qu'il est Mr. Tops et qu'il vient chercher les hippies pour les emmener sur une autre planète, loin de l'influence de Mr. Boogaloo. Ils ont l'air de se connaître, hein, Mr. Tops et Boogaloo. Oui. Ils échangent un petit dialogue rapide, Oui, c'est plein de subtilité, on va dire. les hippies, du coup, accompagnés par Bibi, Alfie, par leur enfant, mais également par Pandy, parce que c'est une gentille maintenant, Bah oui. marchent vers les cieux, dans un effet visuel bien dégueulasse, sur fond de chœur d'église enthousiaste, et le film se termine sur cette résolution sortie de nulle part, sans que personne n'ait rien appris. Ouais. Bon, au Ou moins, qu'on nous explique, hein. Non. Allez, j'emmène les hippies, salut. Et puis c'est tout. C'est fini. Cette fin est catastrophique. Je suis désolé, je l'ai déjà dit, mais mon Dieu. Bah, elle est décevante par rapport à tout le reste. Et puis, bon, on te montre la chantilly, on te montre la chantilly, et puis, genre, flatline. Tu dis décevante, mais pour moi, cette fin, elle fait ce film. Ce film aurait pu être juste une comédie musicale un peu trop kitsch pour son bien, mais avec cette fin, on franchit directement le cap nanar, et même le cap nanar sélectionné pour Ciné Snacks. Ah, c'est sûr que ça lui fait donner une place de choix dans notre cœur. Mais il m'avait déjà conquis 5 premières minutes de Bim, de Speed, ou de costumes beaucoup trop courts pour certains acteurs, je vais dire. Mais c'est vrai que le film te laisse forcément une image en tête. Une impression. C'est dingue, cette fin ultra what the fuck, ça marche dans Rippoman, mais ça ne marche pas dans The Apple. Non. Bah, il y aurait un visuel plus sympa aussi. Mais là, c'est littéralement le chemin de lumière, image sur image. Enfin... Et la Rolls-Royce aussi. Ah oui. Je faisais la réflexion à Olivier. J'ai dit, mais tu sais, Olivier, en italien, une voiture, ça se dit machina. Donc Deus ex machina, c'est littéral. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pour ça. Est-ce que ça a été conçu si ingénieusement que nous, esprit faible, on n'y arrive pas à comprendre ce qu'il voulait dire? Ou juste... Bon bah ça tombe bien quand même les gars parce qu'on était un peu à court d'idées. On ira leur dire que c'était fait exprès. Peut-être qu'on est débiles, peut-être qu'ils avaient très très envie de chanter du disco et mettre des gens en slip et ils n'avaient pas vraiment pensé à une fin. Oh, je leur pardonne parce que même sans fin, je re-regarderai le film. Il n'y a pas de problème. Bon, du coup Marie... On va passer aux bullet points. Alors, pour ceux qui ne savent pas, et Marie, comme c'est ton premier épisode avec nous, les bullet points, c'est si tu étais en charge d'écrire la jaquette du DVD du film The Apple, quelles seraient les phrases d'accroche que tu écrirais pour donner envie aux gens de voir ce film ? Oula, en sachant que même ceux qui voulaient vraiment le vendre n'ont pas réussi. Je pense, pour commencer, moi, le premier truc que je vais noter, c'est si vous n'aimez pas le disco, laissez tomber. C'est ça. Si vous n'aimez pas le disco, laissez tomber.
Ou lire la Bible c'est trop long, matez The Apple. Il y a au moins le début dedans. C'est vrai, le côté biblique, Mais oui. tartiné avec une pelle. Mais du chic, parce que en vrai, l'Apple, elle est strassée. Les drag queens sont là, elles ont une place. Peut-être qu'elles en avaient dans la Bible. Ça se trouve, The Apple est un meilleur rendu que certaines interprétations bibliques. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas lu la Bible, mais peut-être que les drag queens ont la place qu'elles ont eue dedans. Peut-être. Un autre bullet points. Écoute, moi je pense qu'il va falloir qu'on parle des costumes. On en a beaucoup parlé. Et pour moi, c'est absolument un bullet point. La créativité et le manque de retenue de ces costumiers. On voit que on leur a dit, les gars, il va falloir que ça pète. Que ça brille, que ça pète, que ça clash. Il y a de la couleur partout. Mais du coup, si on parle costume, moi je veux juste dire aussi, il a été tourné dans un magasin d'art déco futuriste. Et que si c'est en vente, il y a 2-3 petits objets de collection à garder, hein, parce que... Un autre bullet point. Sauf, tu en avais un autre ? Oh, je réfléchis, hein, mais je pense que je dirais beaucoup de choses. Pour moi, le truc qu'il faut noter, c'est la fin de ce film. La fin de ce film, oui, je sais, j'en parle tout le temps, mais c'est dingue. Comment on peut se rater à ce point ? Ouais. Comment ils peuvent avoir tourné cette scène ? D'ailleurs, un petit truc, quand Mr. Tops s'éloigne, j'ai cru voir qu'il avait quelques câbles attachés. Oui. Donc, à mon avis, il devait l'éviter à un moment. Et il y a probablement eu une couille sur l'effet spécial. Non, c'est sûr. Il s'est retrouvé cul par-dessus tête. Et du coup, ils l'ont pas gardé. La fin, vraiment, te fait dire... Et vous devriez voir ma tête quand je fais ça. Mais... Et puis, c'est une fin, peut-être en 5 minutes top chrono. Hein. Oui. Voilà, ça a mis un petit peu de temps à expliquer, mais en réalité, c'est tellement rapide que tu te rends pas compte que ta fin est venue. Donc elle a ce mérite-là, il n'y a pas de résolution. Attends, pour un film qui a perdu 1 heure à pousser la chansonnette, quand il faut finir l'histoire, c'est ça. On avait tout donné avant, non. Il n'y a même pas de chanson pour finir la fin, c'est pour vous dire à quel point ils n'étaient pas prêts en fait. Oui, il y a juste des... C'est ça. Child of Love et la dernière est décevante chanson malheureusement, mais ils auraient pu faire un finish. Ou peut-être parce que c'est ça, l'histoire de l'espèce humaine n'est pas finie. Elle n'est pas finie d'être écrite, alors comment peut-on faire vraiment une fin ? Parce que je suis quasiment sûre que, là pour le coup, hein, c'est pas une interprétation, mais ils sont pas montés en ciel. Non, ils vont sur une autre planète. Voilà, bon, je suis quasiment sûre que dans la Bible, ça ne dit pas qu'ils soient allés dans une autre planète. Ils y vont à pied. À pied en plus. C'est vrai que c'est pas voyager en grand luxe, mais ils s'en foutent, ils sont devenus transparents et brillants. Bon, bref, vous l'avez compris, on adore The Apple, on passe un bon moment à chaque fois qu'on le regarde. Du coup, on va terminer cette review. Merci à tous les gens qui s'abonnent. Merci à tous les gens qui like, à tous les gens qui commentent. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour si vous avez des idées de nanars qui pourraient être bien sympas ou de série B ou en tout cas de films que vous avez envie de nous montrer. Et je ne sais pas quoi vous dire. Soyez plus méfiant que Bibi. Mais c'est facile. Et ne vous laissez pas aveugler par l'amour comme Alfie. C'est ça. Et quand vous voyez qu'un diable est subtilement habillé en diable, c'est que c'est le diable. Voilà. Allez, c'est parti.